Salut tout le monde, dans cette vidéo on va regarder les dernières transactions de certains des meilleurs investisseurs. Donc là c'est les transactions qui ont été faites au premier trimestre 2025, donc entre le 1er janvier et le 31 mars, et qui viennent d'être publiées aujourd'hui, donc le 15 mai. Donc on va voir si ça peut nous donner peut-être des idées d'actions dans lesquelles investir, ou bien ça peut peut-être appuyer des décisions d'achat ou de vente qu'on a pris au premier trimestre. Et je rappelle que si vous êtes sur Gram, vous avez accès à tous ces portefeuilles, et le lien est en description. Donc on va commencer par regarder le portefeuille de Terry Smith et les transactions qu'il a fait au premier trimestre. Donc je rappelle bien que c'est au premier trimestre, donc ça n'inclut pas tout ce qui a pu se faire en avril avec les histoires de tarifs et tout ça. Donc alors déjà on voit beaucoup de ventes, comme d'ailleurs très souvent depuis 2024 sur d'ailleurs la plupart de ces gérants de fonds, ce qui s'explique sûrement à mon avis par les valorisations qui sont plutôt historiquement élevées. Donc il a réduit Meta de 15%, Microsoft de 13%, Visa 10%, Automatic Data Processing 10%, etc. etc. Qu'est-ce qu'il a acheté? Alors il a racheté du Texas Instruments, ça fait déjà quelques trimestres qu'il en achète, si je me souviens bien. Il a racheté beaucoup à sa position sur Zoetis, qui représente maintenant à peu près 2% de son fonds, sachant que sa plus grosse position c'est 10%, donc c'est pas négligeable. Ensuite, il a réduit un petit peu VeriSign, mais pas grand chose. Il a ouvert une nouvelle position sur Intuit. Intuit que moi j'ai décidé de ne pas acheter à cause des SBC qui sont élevés et du ROCE que je trouve pas assez élevé. Mais il a probablement des très bonnes raisons. Ensuite, il a aussi augmenté sa position dans Qualys, que j'ai en portefeuille, c'est une action de cybersécurité. Il a aussi augmenté Paycom Software, et ensuite, bon, ça devient de plus en plus négligeable. Donc on avait déjà regardé Texas Instruments la dernière fois, donc cette fois-ci, on va jeter un œil à Zoetis. Alors, on va regarder un petit peu les fondamentaux pour voir ce que ça peut donner, si ça peut être intéressant. C'est une boîte que j'ai jamais regardée, il me semble, si j'oublie pas. Donc on a une croissance du chiffre d'affaires moyenne sur les 5 dernières années qui est de 8%, donc c'est correct, on va dire, c'est un poil faible. Le free cash flow, par contre, on est à 11% sur les 5 dernières années et 18% sur les dernières. Ça veut dire qu'il y a une amélioration des marges, ce qui est plutôt pas mal. Le ROCE, il est à la limite de ce que je recherche en moyenne. Moi, je cherche du 15%, on est à 14,91. Mais il s'est drastiquement amélioré en 2024. Donc ça, typiquement, il faudrait regarder si 2024 c'était exceptionnel ou si on peut considérer que ça va continuer sur cette tendance. Ensuite, niveau dette, ils peuvent la rembourser en à peu près 2 ans, donc c'est bien. Le nombre d'actions est en baisse au fur et à mesure du temps, donc c'est bien, ils ne diluent pas leurs actionnaires. Et ça participe à booster la performance, puisque le free cash flow par action va croître plus vite que le free cash flow. Et la marge est bonne, donc ouais, on est à 20-25% de marge du free cash flow. Et je vérifie les SBC, mais là je pense qu'il ne doit pas y en avoir, des tonnes. Donc les SBC, les rémunérations en actions, hein, qui sont de 74 millions pour un free cash flow de... ouais, voilà, le free cash flow est de 2,3 milliards et le free cash flow sans SBC de 2,224 milliards. Donc, il y a effectivement très peu de SBC, donc tant mieux. Donc les fondamentaux ont l'air bons, et donc ça vaudrait le coup d'aller chercher plus loin. La croissance du chiffre d'affaires est un poil faible, mais c'est compensé par l'amélioration des marges, qui donne donc une croissance du free cash flow qui est très bonne. On voit que les rachats d'actions boostent le free cash flow par action ici. On voit que les croissances sont plus rapides pour le free cash flow par action, le free cash flow par action est plus proche de la performance de l'action à la fin. Donc c'est ce qui nous intéresse. ROCE en hausse, c'est bon signe. Souvent c'est signe qu'il y a vraiment un moat. Marge brute, 70% en hausse aussi, ce qui est aussi un signe de moat. Et la marge du free cash flow qui est en hausse aussi, les rachats d'actions, un dividende et une dette qui est correcte. Donc voilà, Zoetis, ça a l'air vraiment intéressant. Ils sont dans la santé animale. Et si on regarde quand est-ce qu'il l'a acheté, puisque c'est toujours intéressant de voir quand est-ce qu'il a considéré que c'était une suffisamment bonne affaire. Donc entre le 1er janvier, on était à 162... et 31 mars, ok, donc au plus bas, il avait acheté à 156 $ et au plus haut à 175. Donc voilà, ça peut donner une idée de à quel prix ça peut être intéressant. Si je regarde niveau valorisation, aujourd'hui, ils sont quand même à 30 fois le free cash flow. C'est quand même plus bas que leur moyenne de ces dernières années. Donc, à voir. Donc, passons maintenant on va passer au deuxième. Et cette fois-ci, je voulais regarder Pat Dorsey, qu'on n'a jamais regardé sur la chaîne, c'est la première fois. Donc, il a en première position du AutoZone, qu'il a très légèrement réduit, mais c'est négligeable, hein, moins 0,07%. Ensuite, il a acheté du Meta Platforms, du Danaher Corporation, du AirCap Holdings, que je connais pas du tout. D'ailleurs, nouvelle position, qui représente 12% du fonds.
Il a réduit très légèrement Alphabet. Et ce sur quoi je voulais m'attarder, c'est qu'il a acheté du Booking Holdings, donc que j'ai commencé à acheter en octobre 2023, où à l'époque d'ailleurs j'avais encore jamais entendu quelqu'un posséder cette action, et depuis l'action prend de plus en plus en popularité, et là pour lui c'est un nouvel achat, et l'action prend directement 7,8% de son fonds, donc c'est quand même une grosse conviction. Et ce qui est intéressant, c'est que Pat Dorsey, c'est lui qui a fait on va dire le système de notation de Moat chez Morningstar quand il travaillait, donc de 2000 à 2011, il était directeur de la recherche sur les actions, et voilà, c'est lui qui a développé leur concept d'économic moat, donc l'analyse pour évaluer l'avantage concurrentiel durable d'une entreprise. Et je me rappelle que quand j'avais investi dans Booking, j'étais allé voir sur Morningstar ce qu'ils disaient sur le moat, et ils disaient que c'était un narrow moat, hein, donc eux ils ont le wide moat, donc c'est le moat large, donc c'est le plus haut niveau de moat pour eux, d'après leurs analyses. Ensuite le narrow moat, donc moat étroit, et ensuite, je sais plus, j'imagine qu'ensuite c'est pas de moat. Et donc Booking était en narrow moat étroit, mais bon, je m'étais dit quand même que vu les fondamentaux et ROCE en hausse, marge en hausse, etc., peut-être que c'était justement signe d'un moat qui était sur la pente ascendante. Heureusement que j'avais, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ça semble être une bonne décision, heureusement que je m'étais pas arrêté à cette histoire de narrow moat et que j'avais investi dedans. Et justement, là je suis allé voir, après avoir vu que Pat Dorsey en avait acheté, je suis allé voir ce qu'en disait Booking, ça avait changé, et il se trouve que oui, en fait, le 11 mars 2025, ils ont publié ça, donc ils ont passé Booking de narrow moat à wide moat, grâce à leur gros network effect, donc leur effet réseau, et leur positionnement sur l'IA. Donc voilà, c'était intéressant de voir ça, et je pense pas que ce soit un hasard que Morningstar ait passé Booking en wide moat, et de retrouver Booking comme nouvelle position dans le portefeuille de Pat Dorsey. Donc voilà, et ensuite on peut peut-être aller jeter un œil à, par exemple, AirCap Holdings, qui est sûrement une encore plus grosse conviction, c'est pas une nouvelle action et qui représente 12% du fonds, et que je ne connais absolument pas du tout, pour le coup, absolument aucune idée de ce qu'ils font. Alors je viens de demander à ChatGPT, et donc c'est le plus grand loueur mondial d'avions commerciaux, moteurs et hélicoptères, fournissant des solutions de leasing à long terme à environ 300 compagnies aériennes dans plus de 80 pays. Ok, et donc si on regarde rapidement les chiffres, eh bien c'est typiquement le genre d'entreprise que je ne comprends pas. Et donc là je n'irai pas essayer de copier, parce que déjà si on regarde la croissance du chiffre d'affaires, c'est pas régulier du tout, c'est par à-coup, il y a des longues périodes sans croissance. Donc déjà à ce niveau-là je comprends pas. C'est une entreprise qui a perdu de l'argent pendant la majorité de son existence, à part 2020, 21, 22. Donc free cash flow par action ça va être pareil. Le ROCE, alors quand ils sont rentables on atteint 3%. Donc en dessous de leur coût du capital, ça veut dire qu'ils détruisent de la valeur. La marge brute, elle est vers les 30%. Et la marge du free cash flow, quand ils sont rentables, ils ont fait une année à 41%. Et sinon, comme ils sont souvent pas rentables, c'est en négatif. Le nombre d'actions, il est en hausse. Il y a un dividende. Et il y a beaucoup de dettes. Ils ont 45 milliards de dollars de dettes pour 1,2 milliard de cash. Et en plus un free cash flow qui est négatif. Donc c'est typiquement le genre d'investissement que je ne comprends pas du tout. Donc je vais pas m'en inspirer. Et s'il y en a parmi vous qui connaissent l'action et qui voient ce qui pourrait être intéressant dedans, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on passe au dernier de cette vidéo. Donc là je voulais regarder Chris Hohn, alors qui a un portefeuille très concentré. Et la première position de son fonds c'est GE Aerospace qui représente maintenant quand même 22% du fonds. Donc il l'a un petit peu augmenté au premier trimestre. Et j'ai enfin compris pourquoi est-ce qu'il a cette action. Donc, parce qu'il y a une interview de lui qui est sortie hier, et dedans il explique que donc pour lui le mot qu'ils ont c'est une IP, donc une propriété intellectuelle, parce que donc, comme ils vendent des moteurs d'avion, c'est un produit qui est extrêmement complexe, au point où il y a seulement, donc c'est un oligopole avec seulement 4 entreprises, 2 spécialisées sur les avions qu'ils appellent wide body et 2 sur les narrow body, et donc GE fait partie des deux entreprises concurrentes sur les wide body avec Rolls-Royce. Et il n'y a pas eu de nouvel entrant sur le marché depuis plus de 50 ans. Donc à cause justement de la complexité des produits. Donc c'est intéressant à savoir. Ensuite il a rajouté 25% à Microsoft, et ensuite des mouvements assez négligeables, à part quand même un truc à noter, c'est que il a beaucoup réduit ses positions dans Alphabet. Donc il y a les deux tickers, donc avec le L à la fin et sans le L, Google et Google. Et donc il a réduit le premier de 16% et l'autre de 32%. Et justement dans l'interview qui a été publiée hier, il dit que Google c'est l'action la plus risquée de l'ensemble de son fonds,
à cause du fait que la search, donc la recherche, ce soit de plus en plus concurrentielle, et même si YouTube et le cloud, ça donne quand même une certaine protection, puisque ça représente la moitié du market cap, bah, aujourd'hui le segment dominant, le plus important chez Google, ça reste quand même la search, et aujourd'hui il y a un risque dû à la compétition qui n'était pas là auparavant avec les recherches par IA. Donc voilà, c'est bon à savoir et c'est un point à prendre en compte quand on analyse Google, parce qu'on m'a fait plusieurs fois la remarque que je serais trop pessimiste sur Google, mais voilà, c'est quand même un risque, un sujet qui existe, c'est un risque qui est réel, et même si à la fin on conclut que Google va très bien s'en sortir, il faut quand même se poser la question, quoi. C'est pas un sujet à balayer comme ça. Et après, de l'autre côté, c'est aussi possible que Chris Hohn se trompe, hein, puisqu'il raconte par exemple dans l'interview qu'il avait acheté du Moody's à 10 fois les bénéfices juste après, enfin en 2009, quoi, pendant la crise financière. Il l'a revendu très fièrement après avoir fait un x2, mais ensuite l'action a continué à monter, et il l'a racheté au final après beaucoup plus cher, et voilà, il aurait gagné plus d'argent s'il l'avait gardé. Donc tout le monde fait des erreurs, même lui, même Buffett, mais voilà, je pense que c'est quand même, quand quelqu'un comme ça dit ce genre de choses, donc il y a un risque sur Alphabet à cause de la recherche par IA, bah faut au moins quand même le considérer, le prendre en compte quand on fait ces analyses. Et donc voilà pour la mise à jour de ces 3 portefeuilles. Pour terminer cette vidéo, je rappelle que si vous voulez utiliser Graham, donc le site que j'ai développé, qui m'aide à trouver les meilleures actions dans lesquelles j'investis et à trouver leur prix juste, vous avez le lien en description, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.